Bonjour à tous. Ah, bonjour à tous. Je suis heureux une fois de plus de vous retrouver en ce vendredi et pour aborder des sujets éminemment importants à mon sens. Il s'agira, dans le cadre de ce direct, d'aborder la question du complot que le président Alassane Ouattara, que le RHDP sont en train de réaliser contre l'État de Côte d'Ivoire, complot qui est en train de devenir finalement un attentat et un coup d'État civil contre les institutions de l'État. Ensuite, devant une telle attitude, quelle position, quels doivent être les actes que l'armée et les forces, l'armée en particulier, les forces de défense et de sécurité en général, doivent poser pour la nation, pour la protection de notre pays, pour la protection des Ivoiriens. Et enfin, nous allons aborder dans un troisième point la question du respect de la légalité, de l'action pour faire respecter la légalité dans le cadre des élections présidentielles. Je dis parce que j'avoue que je suis particulièrement insatisfait. De l'attitude des dirigeants de l'opposition, de l'attitude des candidats face à un certain nombre de choses qui semblent surtout être préoccupés seulement par la question de l'éligibilité, alors qu'en réalité, ce n'est pas celle-là seulement qui se pose dans la situation que nous vivons, mais c'est celle de la légalité dans son ensemble, la légalité du processus d'accession au pouvoir d'État. C'est dans son ensemble que ce problème se pose, et non, ça ne se pose pas pour cet aspect-là seulement. Nous avons constaté que seuls des recours ont été introduits pour contester l'éligibilité de M. Alassane Dramane Ouattara. C'est une bonne chose. Je dirais que c'est un bon pas, mais je dirais que ce n'est pas tout. Parce que je crois que l'objectif visé, c'est de pouvoir mener à bien le processus dans la transparence, dans la légalité, afin que celui qui a été désigné par le peuple soit celui qui occupe effectivement le fauteuil présidentiel. Et non de permettre par nos compromissions, de permettre par nos atermoiements que le choix du peuple soit contourné, que le choix du peuple soit mis de côté pour que certaines personnes s'installent au pouvoir en violation de ce que les urnes auront décidé. Nous allons, comme on le fait d'habitude, en attendant que tout le monde y arrive, nous allons mettre un peu de musique pour qu'on puisse monter au moins jusqu'à 50 personnes, sinon plus, avant de commencer. Nous allons jouer. Je n'ai pas de droit sur cette musique, mais je mets généralement des choses que j'aime bien. C'est pas forcément des chansons à thème, mais c'est des chansons que j'aime bien. C'est des chansons de chez nous, qui traduisent nos réalités. Et cette chanson-là, c'est de Jolo, de Young System.
Nous invitons les uns et les autres à nous rejoindre. Nous invitons à partager. Parce que si vous ne partagez pas, le message ne va pas aller loin. Actuellement, on n'est qu'à 6. Ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire, tant que ce n'est pas au moins 50 personnes, ce n'est pas la peine de diffuser un message. Parce que ce message-là ne va pas être entendu. L'objectif, je crois que si nous venons aussi, d'après certaines personnes qui font régulièrement le direct, qui disent, nous, notre obligation c'est de parler et votre obligation c'est de partager. Donc partagez le maximum possible. Faites comme moi, c'est ce que je suis en train de faire, partager pour que ça permette d'atteindre le maximum de groupes, le maximum de personnes. Je suis en train de partager comme ça. Excusez, je suis en train de partager pour que on puisse atteindre rapidement le seuil minimum que je me suis donné pour pouvoir commencer à parler. Voilà, nous sommes à 34 personnes, merci. Je demande aux uns et aux autres de partager pour qu'on puisse avancer. Bon, nous sommes arrivés au terme de notre musique. Et nous sommes toujours à 33, on va continuer un peu la conversation avant que les uns et les autres puissent se joindre à nous. Parce qu'il faut qu'au moins on soit à 50. Il faut qu'au moins on soit à 50. Parce que c'est important, quand on fait l'effort de faire des recherches, pour venir, c'est important aussi qu'il y ait un minimum de personnes qui veuillent vous écouter. C'est vrai que ce n'est pas une campagne électorale, l'objectif ce n'est pas de se faire désigner, mais l'objectif c'est que le message puisse atteindre le maximum de personnes. Voilà. Donc nous allons on va continuer à partager. Nous sommes en train d'atteindre les 56. Vraiment partager. Bonjour YH Sfin. Merci. Merci pour vos hommages. Heureux de vous retrouver sur cette page. Voilà. Ah, ben on était en train d'atteindre les 50 personnes, encore on redescend. Comme si des gens s'en vont. S'il vous plaît, partagez dans les groupes.
partagé dans les groupes. Il ne reste plus que 7 personnes, on a 44. Bon, il reste 6 personnes, on a 44. Bonjour, Patriciao. Heureux de vous retrouver. Bonjour, DC Hop. Espoir, merci de ta fidélité. Bonjour, grand frère Olivier. Merci de te retrouver. Aujourd'hui, j'en suis heureux. Voilà, merci beaucoup de vos partages et merci parce qu'on vient d'atteindre les 50, le seuil fatidique des 50 qui va nous permettre de commencer. Aujourd'hui, comme je le disais, nous allons aborder 3 sujets essentiellement. Le premier sujet, c'est celui du complot qui est en train d'être réalisé, que M. Alassane Dramane Ouattara et les RHP sont en train de réaliser contre l'État de Côte d'Ivoire. Le mot n'est pas assez fort de parler de complot. Et je ne le dis pas juste parce que j'essaie comme ça de définir moi-même une qualification pour le comportement de M. Alassane Dramane Ouattara et du RHP, mais j'utilise ces mots-là parce qu'ils correspondent à la réalité juridique de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Vous savez, la Côte d'Ivoire est un État qui se veut un État de droit. La Côte d'Ivoire, depuis sa naissance, s'est dotée d'une constitution. Depuis 1960, s'est dotée d'une constitution. Ce n'est pas tous les pays, contrairement à ce qu'on pense, qui ont une constitution écrite. L'Angleterre, par exemple, n'en a pas. La Côte d'Ivoire a décidé comme souvent les pays francophones, parce que c'est surtout une habitude des pays francophones et de la France, d'avoir une constitution écrite. Et la constitution écrite définit un régime. Quand on dit un régime constitutionnel, ce n'est pas seulement le régime politique, mais le régime aussi, ça se traduit en droit pour les citoyens, en devoir pour eux, en droit pour les dirigeants, en devoir pour les dirigeants, en forme politique de l'État. Et surtout, c'est un régime, le régime constitutionnel organise la relation permanente entre l'État et les institutions, plutôt les citoyens et les institutions, entre les institutions, entre elles-mêmes. On a un régime constitutionnel lorsque on a une constitution avec des règles. La constitution peut être non écrite, mais nous avons la chance pour nous d'avoir une constitution écrite qui permet quelquefois d'éviter les interprétations, parce que lorsque la constitution n'est pas écrite, c'est généralement des questions de coutumes constitutionnelles qui sont susceptibles quelquefois de différentes interprétations. Nous avons une constitution écrite. Une constitution écrite qui reconnaît aux citoyens des droits. Une constitution écrite qui prévoit comment on accède au pouvoir. Une constitution écrite qui prévoit que le peuple, que le pouvoir appartient au peuple, que la souveraineté appartient au peuple et que c'est le peuple qui doit pouvoir décider de ce qui se passe. Et que le peuple, c'est le gouvernement même, est le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. C'est pour montrer combien le peuple est au centre de la Constitution. Le peuple est ce autour de quoi doivent évoluer toutes les choses dans l'État. Ça, et tout doit être fait dans l'intérêt du peuple, comme je le dis, dans l'intérêt de la nation. Malheureusement, depuis quelque temps, depuis la naissance du RHP particulièrement, je tiens à le souligner, les choses ont évolué. Les choses ont changé, les choses ont pris une allure dramatiquement, je dirais, dommageable, préjudiciable pour notre pays. Pourquoi? Depuis la naissance de ce groupement politique, parce que moi, ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un groupement politique, c'est depuis cette organisation politique, parce que ce n'est pas un groupement ni un parti politique au sens de nos lois, depuis la naissance de ce groupe, nous assistons à la multiplication d'une violation quasi permanente des droits et des citoyens et des partis politiques et une atteinte insupportable aux institutions. Qu'est-ce qui s'est fait? Comment le RHDP naît? Parce qu'il faut partir de ce qu'est le RHDP pour comprendre comment le RHDP se conduit. Le RHDP, c'est une organisation qui est née de la violation. Elle est née de la violation de la loi. Elle est née de la violence même. Elle est née dans la violation de la loi. Elle est née avec une attitude même dictatoriale dès le départ. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un groupement politique qui s'appelle RHDP, avec des personnes, avec des partis politiques à l'intérieur de ce groupement qui ont une ambition, qui est l'ambition de créer
un parti unifié quelque temps après, dans le but de bien, qu'on appelle politique, bien légitime, de pouvoir atteindre le maximum d'Ivoiriens et d'avoir une majorité indiscutable dans le pays. Malheureusement, les intérêts politiques et les objectifs se contredisent, s'entrechoquent et finalement, ils n'arrivent pas à réaliser cette ambition-là. Il y a un parti, le RDR, et suivi de quelques petits autres qui décident, eux, qu'il faut que absolument, parce que ça correspond aux ambitions que eux se sont données, il faut qu'absolument un parti unifié naisse. Mais si vous êtes dans un groupement, on est dans une maison qui s'appelle chez Rose par exemple, ou bien chez Ange Olivier par exemple, et que toi tu décides de sortir avec quelques-uns pour aller créer ta famille, mais quand tu crées ta famille et que tu donnes un nom à ta famille, tu ne donnes pas le nom de l'endroit où tu viens. Vous choisissez un nom parce que le nom que vous aviez avant, c'est le nom du consensus entre vous tous. Tu n'as pas demandé l'avis de quelqu'un. L'autre organisation n'est pas dissoute. Tu t'en vas, tu décides que toi, tu t'appelles RHDP. C'est-à-dire que tu as décidé d'arracher à ceux qui sont restés dans la maison le titre de RHDP. Non seulement tu leur arraches le nom, mais pire encore, tu décides que toi, tu t'appropries par la force les emblèmes, les logos des partis qui en faisaient partie, même ceux qui ne sont pas des partis qui vous ont suivi dans votre aventure. Par la force, accompagné dans cela de façon extraordinairement injuste par la justice, justement, qui se met à protéger cette violation-là en rendant une décision vraiment inique, donnant à ce mouvement qui n'est pas un parti politique au sens de la loi, le droit de garder et le nom, en fait, et les emblèmes, et les logos des partis qui étaient là, même ceux qui ne sont pas avec eux. Mais la loi, la Constitution prévoit que d'abord, un parti politique, c'est un rassemblement d'individus. Un parti politique, c'est un rassemblement de personnes qui ont décidé d'atteindre certains objectifs politiques ensemble. Un parti politique, ce n'est pas un assemblage de partis, de groupements politiques différents. Un parti politique, ce n'est pas, ce n'est pas un assemblage de partis politiques et d'individus. Avec le RHDP, dès le départ, c'est ce à quoi on assiste. On assiste à une tentative de vouloir fondre, une tentative qui échoue parce que quand ils arrivent avec des partis politiques qui ne se sont jamais dissous. Pour pouvoir aboutir à un parti unifié, il fallait dissoudre les autres partis. Ils n'ont jamais réussi à le faire. Ils n'ont jamais réussi à avoir... ils n'ont pas essayé non plus de rester sous la forme... ils n'ont pas l'honnêteté, il faut utiliser le mot, de prendre le titre qu'ils méritaient, c'est-à-dire groupement même politique. Décider qu'ils sont... Non, ils ont décidé que malgré le fait qu'ils n'ont pas dissous les choses, que c'est une association de partis. Ils ont décidé de s'appeler parti politique ou de s'appeler groupement politique. De telle sorte qu'aujourd'hui, ils ne sont ni partis politiques, ils ne sont ni groupement politique. Et en vertu de cela, ils n'ont pas le droit, au regard de l'article 25 de la Constitution, de fonctionner. Ils n'ont pas le droit, au regard de l'article 25, d'obtenir même le récépissé, un récépissé. Nous savons ce qui se passe. Non seulement ils obtiennent le récépissé, mais depuis quelque temps, c'est ce mouvement né de la violence, qui sème, excusez-moi le mot, parce que je parle le bordel dans notre pays. C'est cette organisation-là qui a décidé de s'approprier le pouvoir d'État. Ils se sont appropriés le pouvoir d'État à un tel point où c'est le directeur exécutif de cette organisation qui se met à menacer les responsables de l'administration, les responsables des institutions en leur disant « Si vous n'acceptez pas d'adhérer à notre parti, libérer le tabouret. » C'est-à-dire, c'est ce parti-là qui décide désormais de qui doit occuper les postes de responsables des institutions, mais surtout plus grave, en violation de la neutralité, du principe de neutralité et d'impartialité de l'administration et de l'armée. C'est ce parti-là qui décide maintenant que ceux qui sont dans l'administration, pour occuper les hautes fonctions de l'administration, pour occuper les hautes fonctions de l'armée, il faut que tu sois RHDP.
Voilà, c'est-à-dire, aujourd'hui, on a une appropriation de tous les leviers de l'État par un parti politique qui a décidé de conduire la Côte d'Ivoire vers ce qui s'annonce de plus en plus comme une catastrophe humanitaire, comme une guerre civile qui pointe à l'horizon et où on est en train d'aller pas après pas, de façon pratiquement quasi inévitable, si on ne réagit pas aujourd'hui, si on ne prend pas nos responsabilités aujourd'hui. Aujourd'hui, le RHDP et M. Alassane Ouattara ont décidé de faire quoi? Ils ont dit, voilà un parti qui est composé, voilà un parti qui est composé en violation de la Constitution, qui n'a pas le droit de fonctionner. C'est ce parti-là qui a décidé que, en violation de la Constitution, alors que la personne qui la dirige, même pour la diriger, même d'ailleurs, même cette personne a violé aussi la Constitution, parce que la Constitution, contrairement à ce qu'il pense, la Constitution ne lui permet pas de diriger un parti. En violation, encore voilà une autre violation, il est venu diriger. Maintenant, aujourd'hui, en partant de violation en violation, les voici qui décident du jour au lendemain, maintenant que monsieur doit se présenter pour un troisième mandat en violation de la Constitution et de la limitation des mandats qu'elle prévoit. Essayez de comprendre cette manière de fonctionner. Un parti illégal qui décide désormais de ce qu'on doit vivre en Côte d'Ivoire. Je vous le dis, quand vous regardez le RHDP fonctionner, on a l'impression d'un mauvais film de série B. Vous voyez les grands films western là, où il y a une famille qui est dans la ville, parce qu'elle a les armes, parce qu'elle a une quasi-armée, cette famille-là impose aux autres dans la ville ce qu'elle veut. Elle viole les droits, elle s'approprie les biens, elle s'approprie les femmes, elle s'approprie tout ce qu'elle veut. Elle fait, quand cette famille-là fait ce qu'elle veut en maître absolu. Aujourd'hui, c'est à cela on a abouti aujourd'hui. Aujourd'hui, le RHDP, il s'asseye, il menace tout le monde de mort en violation du code pénal. Il n'y a pas de choses. Le RHDP, vous ne pouvez pas faire indirect. Vous ne pouvez pas vous exprimer sur les réseaux sociaux sans que ceux du RHDP viennent vous insulter, vous traiter de tous les noms sans jamais être inquiétés. Ils vont plus loin parce qu'ils ne se contentent pas de vous insulter. Ils vont jusqu'à faire agresser les autres. Ils vont jusqu'à mettre les gens, mettre en prison des gens. Ils vont jusqu'à créer une armée parallèle qui existe à côté de l'armée. C'est-à-dire aujourd'hui, en réalité, le RHDP a détruit ce qu'on appelle le régime constitutionnel de la Côte d'Ivoire. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un état de non-droit. Aujourd'hui, là, le président Alassane Ouattara fait ce qu'il veut. C'est-à-dire, moi, il y a quelque chose, et ça, je vous le dis, c'est fondamentalement ce qui m'a amené à réagir. C'est son attitude vis-à-vis du président Laurent Gbagbo. Je vous avoue que je la trouve insupportable, je la trouve révoltante, je la trouve répugnante. C'est-à-dire, voilà quelqu'un qui a décidé qu'un ancien chef de l'État de Côte d'Ivoire n'a aucun droit. Il n'a pas de personnalité juridique. Il est soumis à ce que lui veut. Il est soumis à ce que lui, Alassane Dramane Ouattara, veut. C'est-à-dire, lui, Alassane Ouattara, bien que la Constitution interdise l'exil, bien que la Constitution accorde d'énormes avantages, un statut extraordinaire à l'ancien chef de l'État que M. Laurent Gbagbo est, lui, Alassane Ouattara, il a décidé que lui, même un passeport ordinaire, lui n'accorde pas ça à monsieur. Il ne permet pas à M. Laurent Gbagbo de rentrer chez lui. Lui, Alassane Ouattara, c'est Laurent Gbagbo, c'est lui qui doit décider quand Laurent Gbagbo va revenir chez lui. Et si M. Laurent Gbagbo doit faire de la politique ou pas, ou M. Laurent Gbagbo doit résider. C'est-à-dire, lui, Alassane Ouattara, c'est lui qui a décidé qu'il y a une grande partie des Ivoiriens qui sont les militants de M. Laurent Gbagbo qui n'ont pas le droit d'avoir leur chef chez eux. Ils n'ont pas le droit de voir, ils n'ont pas le droit de choisir M. Laurent Gbagbo comme leader politique. Ils n'ont pas le droit de le choisir comme candidat à leurs élections parce que c'est lui, Alassane Ouattara, qui est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. C'est lui, Alassane Ouattara, comme les choses qui se sont, comme dans les films western, là, avec
avec le groupuscule qui l'entoure, qui s'est emparé de l'État de Côte d'Ivoire, qui s'est emparé de tout. C'est lui qui décide qui doit rentrer en Côte d'Ivoire, qui ne doit pas rentrer en Côte d'Ivoire, ceux qui doivent aller en prison, ceux qui ne doivent pas aller en prison. Il n'y a plus de loi, il n'y a plus de constitution. C'est lui qui fait c'est lui qui fait des deniers publics ce qu'il veut. Il se lève le matin, il décide d'aller en campagne, il décide que c'est comment on appelle une visite d'État, hein, en oubliant bien sûr que la visite d'État, elle a lieu dans un pays étranger. Il n'y a jamais de visite d'État dans son propre pays. D'ailleurs, lui, il change des choses les plus élémentaires. M. Alassane Ouattara, il ne se sent pas soumis à cela. C'est ce qu'on appelle les choses les plus élémentaires. Lorsque vous niez les droits des citoyens à ce point, lorsque vous niez le fonctionnement des institutions, lorsque vous remettez en cause tout ce qui fonde l'organisation de l'État, c'est ce qu'on appelle détruire le régime constitutionnel d'un État. Détruire le régime constitutionnel d'un État dans la constitution ivoirienne, dans le code pénal ivoirien, ça correspond à l'article 162 à la réalisation d'un attentat. Et aujourd'hui, là, on est arrivé à un excusez-moi. On est arrivé dans une situation où il se permet tout ce qu'il veut, de telle sorte que finalement, qui a un droit aujourd'hui? Moi qui suis là, je n'ai pas le droit. Il s'est levé un matin parce que, en tant que responsable syndical, j'ai proféré des critiques. Lui, il a décidé que lui, Alassane Ouattara, je suis son employé. Il s'est assis chez lui, il a pris un décret avec ses amis à faire du faux sur faux et il a pris une décision qu'on appelle soi-disant me radier de la fonction publique. Il s'assoit chez lui, il y a la Constitution qui prévoit des choses pour protéger les agents de l'État. Alassane Ouattara est en train de détruire qu'on appelle ça, la sécurité de l'emploi des fonctionnaires. Vous savez, les fonctionnaires sont payés. Vous avez l'impression qu'il parle d'école à blanc, mais c'est pour montrer tout ce qu'il fait un peu, pour qu'il fait que finalement, on n'est plus dans un État, on est dans une jungle, comme j'ai tendance à le répéter, et qu'il n'y a plus de régime constitutionnel. Par exemple, le régime constitutionnel, c'est le régime d'un État. Le régime constitutionnel, c'est le régime qu'on appelle, c'est le régime qui reconnaît aux citoyens des droits. Le régime constitutionnel, c'est le régime qui fait des citoyens le chef de tous ceux qui sont agents de l'État, y compris le président de la République. Aujourd'hui, Alassane Ouattara considère que lui, il est le chef de la Côte d'Ivoire. Il est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Avec ses amis, avec son organisation politique qui ne respecte en rien la Constitution, ils ont décidé qu'eux, ils sont les propriétaires de la Côte d'Ivoire. Donc, ils ont décidé que lui, il va être candidat. Vous voyez, on a eu plein de débats sur la question du troisième mandat. Quand il parlait c'est le premier mandat de la Troisième République, j'ai toujours dit que mais ça, c'est un débat ubiesque, que ça, là, c'est un débat de pays sous-développés. Quand il est parti devant Macron, est-ce qu'il a soulevé cela? Non, il n'a pas soulevé parce qu'il sait que on ne peut pas, dans un pays sérieux, ça c'est une argumentation qui ne tient pas la route. Il allait soulever, non, que lui, il est dans une situation d'état, comme on appelle ça, de force majeure, que lui, il est obligé de violer la Constitution. Et puis, il est très fier, c'est-à-dire il ne doute même pas que lui puisse violer la Constitution et puis atteindre ses objectifs. Il dit à Macron, si tu ne veux pas m'aider, il faut te taire, parce que moi, le peuple de Côte d'Ivoire, c'est un peuple de peureux, c'est des gens qui ne représentent rien, c'est nous là, c'est nous qui décidons de ce que le peuple de Côte d'Ivoire doit faire. Donc, nous là, le peuple de Côte d'Ivoire, ne vous en faites pas, je m'en occupe, j'ai les contrôles, c'est-à-dire que je peux faire ce que je veux, rien ne se passera. Mais quand vous niez autant l'humanité d'un peuple, quand vous niez autant les droits d'un peuple, mais c'est ce qu'on appelle détruire le régime constitutionnel. Lorsque vous avez décidé de mettre la Constitution de côté et d'être les chefs du peuple, de ne plus être, qu'on appelle ça, de ne plus reconnaître la souveraineté du peuple, quand il est content, c'est lui qui prend les lois, il les prend chez lui, il prend des ordonnances, il a tout remis en cause. Essayez d'imaginer.
Voilà Côte d'Ivoire, voilà pour montrer le côté extraordinaire. Voilà en Côte d'Ivoire où le chef d'une institution est en fuite. C'est-à-dire le président du Sénat, il a prétesté de ce que lui, il avait le coronavirus et il est resté. Aujourd'hui, on n'a plus de ces nouvelles. C'est-à-dire, ça faut vous montrer combien les institutions de l'État, parce que le président du Sénat, c'est quand même le président d'une des chambres du Parlement. Ça faut vous montrer combien les institutions de l'État se sont affaissées devant M. Alassane Ouattara. C'est-à-dire, il en fait ce qu'il veut. Non seulement le président du Sénat même est en fuite, mais ensuite même les pouvoirs du Parlement. Là. Alassane décide de ce que lui il envoie au Parlement. Il décide de ce que lui il envoie au Parlement. Quand il n'a pas envie de s'asseoir chez lui à la maison, il fait une ordonnance. Il fait des ordonnances, ce qu'il appelle des ordonnances, parce que ce n'est même pas des ordonnances au sens de la loi. Et puis il envoie, et puis on applique. Et comme ça, là, il est en train de détruire. Et si on doit pouvoir aller partout, pour les fonctionnaires, je reviens aux fonctionnaires parce qu'il ne faut pas que j'abandonne cette idée, les fondamentales. Là, vous voyez, les fonctionnaires ne sont pas bien payés. Généralement parce que les fonctionnaires, un des grands avantages de la fonction publique, c'est quoi? C'est la sécurité de l'emploi. Alassane a décidé que non, la sécurité de l'emploi des fonctionnaires, ça les gêne parce que eux, ça leur permet de le contester dans l'exercice de son pouvoir. Alassane Ouattara a décidé de détruire la sécurité de l'emploi des fonctionnaires. Quand vous regardez, dans la plupart des ministères, il y a le conseil de discipline de la fonction publique, qui est un conseil de discipline, il y a des syndicalistes où il sait qu'il est difficile de forcément imposer les choses. Qu'est-ce qu'il fait? Il crée des mini-fonctions, il crée des petits conseils de discipline dans presque tous les ministères qui sont soumis à ces ministres. Ils font ce qu'ils veulent et puis il renvoie qui il veut. Il renvoie, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a beaucoup de fonctionnaires qui sont dans une situation qui est pire que celle des fonctionnaires du privé. Parce que les fonctionnaires du privé, quand on le juge, il parle au tribunal pour dire qu'on m'a licencié abusivement. Mais quand il licencie quelqu'un, il part, aucun droit n'est payé. Il te chasse parce que lui, Alassane Ouattara, il est fâché contre toi. C'est comme ça, il est fâché contre toi, ou bien un de ses proches est fâché contre toi. Ils vont te chasser, que ce soit les militaires. J'ai regardé tous les codes. D'ailleurs, même, je vais faire même une question. J'ai regardé tous les codes des militaires, pour les policiers, pour les gardes pénitentiaires, tous ceux qui portent des armes en Côte d'Ivoire, qui ont une protection, qui ont un statut protégé par la loi. Alassane Ouattara a fait des ordonnances pour s'octroyer le droit de les renvoyer comme il veut. En violation de la Constitution. Hein. Voilà pourquoi je dis, aujourd'hui, on n'est plus dans un état de droit. On est aujourd'hui dans un état où il y a quelqu'un qui a réalisé un attentat, qui a détruit la notion d'état de droit. Voilà quelqu'un qui, aujourd'hui, a déposé sa candidature en violation de la Constitution pour marquer que désormais, définitivement, la Côte d'Ivoire ne sera plus la Côte d'Ivoire que nous avons connue du temps de Gbagbo, du temps de Gueye même, du temps de Bédié, du temps de choses, que désormais on n'a qu'à savoir qu'on est dans le Ouattara Land. C'est des Ouattara Land où c'est la famille Ouattara et les proches de la famille Ouattara qui font ce qu'ils ont envie de faire. Et ils se moquent de nous. Moi, là, il y a des choses qui sont insupportables. Ils se moquent de nous. Ils se moquent du président Laurent Gbagbo. Ils se moquent du président Guillaume Soro. Ils se moquent du maire Akossi Benyo. Ils se moquent du peuple de Côte d'Ivoire qui traite de peureux. Ils se traitent de peureux. Ce sont lui et ses militants qui ont le droit de choisir ce qu'il veut. Il va et dit, même le Conseil constitutionnel ne fonctionne pas normalement, parce que le Conseil constitutionnel, si c'était un Conseil constitutionnel qui fonctionnait normalement, il n'aurait même pas reçu des candidatures dans les conditions dans lesquelles j'ai abordé cela la dernière fois. C'est pour vous dire que tout ce qui est droit, tout ce qui est justice, tout ce qui est institution, tout le monde s'est abaissé devant la toute-puissance de M. Ouattara. Aujourd'hui, là, c'est M. Ouattara qui est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Si vous sortez de la Côte d'Ivoire, M. Ouattara peut vous dire que vous ne rentrez pas en Côte d'Ivoire. Parce que lui, M. Ouattara, il a décidé. Parce que la Côte d'Ivoire lui appartient. Parce que la Côte d'Ivoire lui appartient. Vous, un chef de l'État, ou un ancien chef d'État, vous ne rentrez pas. Parce que la Côte d'Ivoire lui appartient. Lui, il met des étrangers sur la liste électorale. Parce que la Côte d'Ivoire lui appartient. Parce que la Côte d'Ivoire lui appartient. Lui, il peut donner des avantages à des anciens chefs de l'État d'un autre pays
qui sont en fuite, qui ont fui une insurrection, un passeport diplomatique et tout, et un ancien chef de l'État ivoirien n'a pas droit même à un passeport, parce que la Côte d'Ivoire lui appartient et que les Ivoiriens ne sont rien, ils ne se cachent pas. Vous savez, c'est pas dans tous les pays, tout ne fonctionne pas. Vous savez, celui qui a du pouvoir, il a tendance à en abuser. Mais lorsque celui qui a du pouvoir ne prend jamais la peine de cacher qu'il est en train d'abuser du pouvoir, il est arrivé à un niveau où il croit qu'il est au-dessus du peuple. Alassane Ouattara ne cache pas. Il ne cache pas qu'ils sont en train d'utiliser les deniers publics pour en faire ce qu'ils veulent. C'est devant nous, ils donnent 200 000 $ à un Johnny Pacheco pour venir insulter les autres. C'est devant nous, ils donnent de l'argent pour faire des rassemblements. C'est devant nous, ils prennent de l'argent pour organiser des rassemblements. C'est devant nous que pendant qu'ils donnent l'argent pour faire des choses, ils nous interdisent de manifester. Aujourd'hui, là, on en est arrivé à un point où il n'y a plus d'État. Il y a un peuple qui est en face qu'on appelle ça, du non-État. Aujourd'hui, on a le devoir, on a le choix. Est-ce que je vous l'ai dit? On a un choix à opérer. Le choix du retour à une vie étatique, à l'existence d'un régime constitutionnel avec des droits pour nous, ou bien le choix pour l'avenir de la soumission à quelqu'un, de la soumission à la volonté, au caprice d'un groupe d'individus dans l'État. Aujourd'hui, là, c'est ce à quoi nous sommes soumis. On a le choix, on n'a pas le choix de choses, on est obligé, si on veut survivre, si on veut que nos enfants aient des droits un jour, si on veut que nos enfants puissent un jour prétendre occuper des fonctions, si on veut que demain on ne vienne pas du jour au lendemain prendre notre argent et nous arracher notre maison parce qu'on est les plus forts, parce que c'est ce qu'ils font, c'est ce qu'ils font. Si on veut exister, on est obligé de se lever. C'est cet appel-là, c'est la raison principale, cet appel-là, cet appel à ce que nous retrouvons nos dignités. Je dis, quand je vois le peuple de Côte d'Ivoire, quand j'écoute, je vais sur les réseaux sociaux, quand j'écoute les gens, le 31 octobre, tu t'en vas. Le 31, il reste 50 et quelques jours, il va aller où? Pourquoi on veut remettre à demain ce qui est sur nos yeux? Le 31 octobre, qu'est-ce qui va se passer? Le 31 octobre, il y aura des élections. Le 31 octobre, ces élections-là, est-ce que ça ressemble à des élections? Non. Il a décidé et il ne l'a jamais caché. Il nous le crache au visage. Son mépris pour nous. C'est-à-dire, nous sommes, quand je vous dis que M. Ouattara dit nous ne sommes rien, que lui fait de nous ce que lui veut, que la France reste tranquille, ses intérêts seront préservés, mais nous les Ivoiriens, là, nous sommes ses esclaves, il fait de nous ce qu'il veut. Et le 31 octobre, vous allez aller voter. Les conditions pour que la vérité sorte des urnes sont réunies. Le 31 octobre, là, ce sont des élections transparentes et justes qui vous donnent l'espoir que le 31 octobre, vous allez aboutir à un changement de ligne. Parce que si c'était le cas, je ne doute même pas de ce que les Ivoiriens sont prêts à le botter hors de notre pays. Ça, je ne doute même pas de cela. Je ne doute même pas de cela. Mais le 31 octobre, il n'y aura rien de tout cela. Le 31 octobre, vous savez ce qu'il y aura? Il y aura quelqu'un qui aurait eu une institution, qui l'a embrigadé, qui aura déclaré que lui, il est le chef, qu'il a gagné les élections. De telle sorte que tous ceux qui vont se lever, il va dire que c'est une tentative de coup d'État contre sa victoire. Et il aura, en plus de ce qu'il vit, il va se donner le droit de vous mater comme on appelle ça, comme des auteurs de coup d'État, comme des auteurs d'une insurrection injustifiée, illégitime. Il aura le droit, il va se donner le droit. Et il y aura, vous savez, quand il y a eu des élections, quel que soit le type de choses, si vous êtes rentré dans un processus avec eux, dans ces conditions-là, quand on prononce les résultats, la communauté internationale même, elle a du mal à venir vous soutenir parce que est-ce qu'il a gagné, est-ce qu'il n'a pas gagné, la question va se poser. Aujourd'hui, la réalité, elle est là. On ne va pas arriver aux élections prochaines, ne rêvez pas. Ne remettons pas à demain ce qu'on doit faire aujourd'hui. Ne remettons pas à demain notre mobilisation. Je dis, comment on peut nous traiter de rien, de peureux et on est assis? Je regarde sur les réseaux sociaux, quand il y a quelques manifestations, les grands bavards, ceux qui passent leur temps à jouer les grands intellectuels dans les groupes et dans les choses, qui passent,
faut les voir, ils passent le temps. Hé, Ayopougon, comment c'est? À tel endroit, comment c'est? Ils ne sont jamais prêts parce que nous, les Ivoiriens, c'est sur Facebook qu'on est fort. Non, mais c'est pas possible. On va le gagner. Les Ivoiriens, c'est les champions de Facebook. Mais aujourd'hui, là, ce n'est pas Facebook, c'est pas sur Facebook qu'on va changer notre pays. C'est pas sur Facebook qu'on va changer la réalité. C'est sur le terrain, en nous mobilisant, en n'acceptant pas la forfaiture. Je ne sais pas. Aujourd'hui, toute la communauté internationale avec nous. Aujourd'hui, l'armée même est divisée sur la légitimité de nos choses. Aujourd'hui, le contexte est tellement favorable pour que nous prenions nos responsabilités. Si aujourd'hui, nous, on se réfugie encore derrière la peur. Si l'on se réfugie derrière la peur, si on fait semblant de ne pas voir, on fait la politique de l'autruche, on ne prend pas nos responsabilités, je vous le jure, le 31 octobre, on aura que nos larmes pour pleurer. Moi, j'ai vu le EDS a dit qu'il n'y aura pas d'élection. J'ai vu le PDCI dire que tant que les conditions des choses ne sont pas réunies, il n'y aura pas d'élection. J'ai vu Blé Boudé le dire, j'ai vu Soro Guillaume le dire, mais j'ai dit, ce n'est pas seulement, et ils ont traduit le message, mais c'est aux Ivoiriens de traduire cela dans les rues, dans les choses. J'ai dit, on est en train de voir ce qui est en train d'arriver, et puis on s'assoit. On espère que par une opération du Saint-Esprit, les choses vont se passer bien, que finalement, il y aura peut-être un miracle, une armée qui va sortir quelque part là-bas pour venir nous défendre. Et je dis non. Je dis même Dieu là. Dieu là, il faut faire et puis Dieu t'aide. Quand nous on est à l'extérieur, on vous parle, quand on parle, on nous dit non, quand tu es à l'extérieur, je dis, mais je disais tout à l'heure, je dis, mais ils ont décidé qu'ils vont me tuer. Moi je suis à l'extérieur. Ils ont décidé qu'ils vont me tuer. J'ai une partie de ma famille qui est en Côte d'Ivoire. Ils ont décidé qu'ils vont me tuer. Je suis obligé de crier. C'est pour que le risque pour nous aussi est aussi grand. Mais regardez combien les Ivoiriens se mobilisent à travers le monde. Combien les Ivoiriens ont ce sentiment, ont cette solidarité avec le peuple de Côte d'Ivoire qui est en Côte d'Ivoire. Combien on n'a jamais vu ça. Dans tous les pays pratiquement d'Europe où les Ivoiriens, il y a des immigrés, les Ivoiriens ont fait des mouvements. Hein? Les Ivoiriens ont fait des mouvements, les gens ils sont sortis. Mais les Ivoiriens même qui sont en Côte d'Ivoire, il est temps que vous vous leviez. Il est temps que vous vous leviez. Il est temps que vous preniez vos responsabilités. Aujourd'hui, Alassane Ouattara, il est au pouvoir en Côte d'Ivoire parce que Alassane Ouattara n'a pas il a affaibli les institutions, n'a pas d'institutions fortes. Dans un état normal, Alassane Ouattara a trahi l'état de Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara s'est rendu coupable de haute trahison en violant son serment. Dans un état normal, Alassane Ouattara, on aurait dû lui montrer déjà la porte. Mais il s'est mis dans une situation de choses. Aujourd'hui, il est en face du peuple. C'est le peuple qui doit imposer ces choses. Le peuple ne doit plus avoir peur. Le peuple ne doit pas remettre à demain. Il ne faut pas chercher des prétextes. Parce qu'on est tout le temps dans les prétextes, nous les Ivoiriens. On est très fort. Non, quand tu parles, oh, quand tu es à l'étranger, voilà pourquoi. La dernière fois, le bouffon d'Adjoumani est allé dans une église, aller défier, aller souiller la sacralité des lieux. Mais ceux-mêmes dont la foi a été ainsi souillée, ils s'en sont remis à quoi? Au Vatican. Ils s'en sont remis à, mon Dieu va les punir. Ça là, Dieu, c'est votre, ou bien vous croyez, vous avez votre foi ou vous n'avez pas votre foi. On n'a pas eu de réaction des catholiques ivoiriens devant ce qui s'est passé. Hein. C'est vrai que l'évêque a pris, mais c'est un peu comme si l'évêque a fait un acte isolé. Alors que ce que l'évêque a exprimé, c'est l'opinion publique générale. Ce que l'évêque a exprimé, c'est l'opinion publique générale même de l'Église. On n'a pas de réaction des catholiques. Abdoumani allait se prévaloir d'une organisation qui n'existe pas. Lui qui n'a jamais été un catholique, ce bouffon, ce personnage qu'on appelle ridicule à l'extrême, qui ne fonctionne pas, je dirais, comme on dit, les 200 francs ne font pas 10 francs. Abdoumani s'est levé, il est allé défier une religion, il est allé défier votre foi. Mais les responsables catholiques, les organisations catholiques laïques, parce qu'il y en a, tout le monde n'est pas religieux, personne n'a réagi. Il y a eu des microbes qui ont menacé
une marche, personne n'a réagi. On est tout le temps en train de s'expliquer, en train de trouver un prétexte pour ne pas faire ce qu'on a fait, ce qu'on doit faire. Et aujourd'hui, là, c'est le 31 octobre qui a un autre prétexte. Non, le 31 octobre, on va changer. Non, aujourd'hui, là, il faut qu'on prenne des responsabilités. Aujourd'hui, là, si le 31 octobre doit changer, ainsi des élections doivent changer quelque chose, c'est parce qu'aujourd'hui, là, on doit se lever pour imposer les conditions d'une élection transparente et juste qui va donner les résultats qui doivent être, qui valident le choix du peuple. On ne doit pas s'asseoir, et puis attendre simplement, je dirais, un miracle. Le peuple de Côte d'Ivoire, en 1900, j'ai regardé en 2000, devant les militaires, notre colère, nos sentiments d'injustice. Les gens sont sortis. Vous pensez que les militaires n'avaient pas l'intention de mater les gens? Mais c'est quand ils ont vu la réaction, le peuple. Moi, j'étais là, je me rappelle, j'ai marché ces jours-là d'Adjamé jusqu'à Abobo. Quand j'ai vu le peuple sortir, l'armée a reculé, l'armée a compris qu'il ne pouvait rien faire. Mais nous, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Pour aller accompagner le président Bédié, pour aller accompagner le président Laurent Gbagbo, ou bien le premier ministre, le premier ministre Soro Guillaume, ou pour accompagner Mabit Ouakeus. J'ai dit, quand j'ai vu le nombre de personnes qui étaient là, j'ai dit, mais vous êtes aussi responsable finalement de la mort des 26 personnes qui sont décédées que ceux qui les ont tués. Parce que si autant de personnes se mobilisent à travers la Côte d'Ivoire et à Abidjan pour dire non à la forfaiture, pour dire qu'on n'accepte pas, je vous le jure, il n'y aurait pas de mort. Les jeunes ne vont pas se retrouver isolés et se faire attaquer. C'est parce que les gens sont isolés. Les gens sont chauds. Vous les soutenez tous. Je sais que tout le monde, je sais le sentiment de tout le monde, mais tant qu'on ne va pas avoir ce qu'on a vu au Mali, tant qu'on ne va pas avoir le nombre de personnes qu'on a vues pour le dépôt des candidatures, je vous le jure, ça ne sert à rien d'amener les enfants à l'abattoir. Il y a un moment dans la vie, là, un pays, il y a des moments dans la vie d'un pays. Quand on regarde la manière dont les choses sont en train de se passer, on prend nos responsabilités. J'ai dit quand on dit prendre nos responsabilités, s'il vous plaît, ce n'est pas pour aller attaquer une communauté. Les marches qui vont vers des quartiers où les quartiers ne doivent pas, où on ne doit pas aller là. S'il vous plaît, évitons ce genre de combat qui ne servent que les intérêts de M. Alassane Ouattara et de son groupe. Il n'y a pas de combat contre une communauté. Il y a un combat pour qu'on respecte nos constitutions. Il y a un combat pour qu'on respecte nos droits. Parce que c'est fondamentalement, c'est nos droits que ces gens se remettent. C'est nous qui violons parce que c'est un viol moral que le peuple de Côte d'Ivoire subit depuis quelques temps. C'est extraordinaire qu'on ne prenne pas conscience de cela et qu'on se perd dans des combats. Vous voyez, il y a des gens qui vont passer, quand ils vont voir des gens d'une communauté, ils vont jeter des cailloux. Il ne faut pas faire ça. Ça dessert la cause commune. Parce que l'idée, là, c'est que tous les Ivoiriens se retrouvent autour de l'idéal. Il y a un idéal du respect de la Constitution, l'idéal de la construction d'une société qui respecte nos droits à nous tous. Le tout, ce n'est pas de confirmer ce qu'Alassane met dans la tête d'une partie de la communauté ivoirienne. Dire qu'il y a une autre partie qui est prête à s'en prendre, qu'on appelle ça là, à elle. Il faut que nous montrions que nous sommes responsables et que nous ne reculerons pas devant nos droits. Mais le recul de nos droits ne va pas se traduire dans des batailles entre nous-mêmes, s'il vous plaît. Ça, c'est des choses fondamentales. Il faut que nous nous organisions, que nous nous devons, mais que nous nous levons contre la forfaiture et non contre une communauté ou contre une chose. Il y a un groupe de personnes, militants du RHDP, il y a des gens qui sont prêts à nous attaquer. Mais si on sort nombreux, comme je suis convaincu qu'on est, la majorité qu'on a là, parce que je ne doute même pas quand j'ai regardé le passage du président de la République dans le Moronou, je ne doute même pas de ce que les millions d'Ivoiriens, les millions et les millions d'Ivoiriens, s'ils sortent, que la victoire nous appartienne dans les meilleurs délais. Que cela va nous permettre, ça va nous éviter d'en arriver à une guerre civile. Que cela va nous éviter d'en arriver à accepter le diktat, le mépris de quelqu'un pour nous.
Parce que c'est le mépris qu'il a. C'est pas la constitution, c'est pas les choses. Il a détruit. Voilà pourquoi il dit, c'est quelqu'un qui s'est rendu coupable c'est un attentat. C'est un coup d'État. Le maintien par la force. Lui, Alassane Ouattara, il a décidé de se maintenir par la force. Il a décidé. J'ai dit, quand vous regardez le test sur l'attentat, là, vous allez voir combien de fois Alassane Ouattara a réalisé d'attentats en Côte d'Ivoire en si peu de temps. On dit destruction, la loi dit destruction du régime politique. Je vous ai dit qu'il a détruit le régime politique. La loi dit qu'il incite des citoyens à s'armer contre l'autorité de l'État. Bien sûr qu'il incite. Ce n'est pas seulement qu'il incite, il arme même certains citoyens contre l'autorité de l'État parce qu'il crée des milices, il crée des groupes armés, il entretient des microbes pour attaquer les choses. Ça, c'est une autre forme de coup d'État encore qu'il a réalisé. Il organise le massacre et choses. Mais bien sûr, on a vu Bitogo sortir. Dit que si vous sortez, on va vous massacrer. C'est ce qu'il a dit. Ils ont sorti un message pour dire de sortir, donc à les attaquer, de sortir avec les armes. Et Alassane Ouattara vient se moquer. Et il vient se moquer même du peuple de Côte d'Ivoire en disant, vous envoyez des gens pour les tuer, comme si c'est quelqu'un d'autre qui les tuait. Vous restez et puis vous envoyez les enfants des gens pour les tuer, mais c'est lui-même qui les tue. C'est-à-dire, regardez un peu la manière dont ça fonctionne dans sa tête. Comme si ce n'est pas lui qui tue. C'est lui qui va dire aux autres, reprocher aux autres d'envoyer des gens pour manifester pour leurs droits, parce que lui il va les tuer. Donc il ne faut pas envoyer les enfants pour qu'ils viennent les tuer. Il revendique le droit pour lui de tuer les Ivoiriens, de les massacrer. Et il allait revendiquer ces droits-là chez Macron. Il allait revendiquer ces droits-là chez Macron. Il allait revendiquer ce droit-là à la CEDEAO. Il revendique le droit de nous massacrer. Il revendique le droit de nous chausser, à nous de nous élever pour dire à Alassane que notre pays est encore notre pays. C'est à nous de nous lever pour dire à Alassane que notre pays est encore notre pays. Alassane, aujourd'hui, là, c'est un coup d'État qui Alassane est en train de réaliser. On a une étape de l'exécution. Le coup d'État sera terminé lorsqu'il aura fini des élections et des choses. Mais le coup d'État est en marche. Nous, on dit que ce coup d'État-là doit échouer. Le peuple doit se lever. Il faut être prêt à se mobiliser. Comme on s'est retrouvé, comme je constate que les militants du PDCI se sont mobilisés, voilà Yamsokoro. Comme je constate que les militants du GPS se mobilisent par rapport à l'investiture de leur chef. Comme je constate que les militants du DDS sont prêts à ces choses, il faut qu'on sorte massivement. La seule protection que les uns on va donner, on n'a pas d'armes. La seule protection qu'on peut avoir les uns pour les autres, c'est le nombre. Bientôt, je vais essayer de consulter pour dire qu'il faut qu'on prenne la place de la liberté, la place de la République. À titre symbolique, parce que la place de la République, c'est la revendication de ce qu'on revienne à ce que notre pays est, c'est-à-dire une République, où on respecte nos droits, où on chose. La place de la République, là, la plus grande manifestation de l'État de ces choses-là doit avoir lieu sur la place de la République. Et on doit revendiquer et on doit obtenir le respect pour nous, le respect de nos droits à manifester dans cet endroit-là. On ne casse rien, comme on le dit, on est dans la chose, mais on se défend si on est attaqué. Ça, je le dis. On ne casse rien aux choses, mais il faut remplir, c'est-à-dire le nombre. Alassane Ouattara a une peur bleue qu'on voit qu'il y ait beaucoup de monde qui conteste. Il a une peur bleue partout où il passe. Voilà pourquoi il passe son temps à donner de l'argent pour donner l'impression qu'il y a à défaut de légalité, il a une forme de légitimité pour lui. Il y a beaucoup de gens qui le soutiennent. Non. Il faut qu'on sorte. Un moment donné, on n'a qu'à sortir. La peur, là, tout le monde là. Moi-même, je suis peureux. Comme je dis toujours aux gens, je dis, il ne faut pas croire que parce que je parle là, je suis pas peureux. Je suis peureux comme tout le monde. Mais je me dis qu'il y a des moments là. Il faut sortir, il faut dépasser ses propres peurs. Il faut aller affronter. Souvent, lorsqu'on sort, on se rend compte que on a duré pour rien. Parce que si on s'était mis dans cet état d'esprit-là, il n'y a rien à faire. On s'en serait sorti depuis longtemps. Et ça me permet, moi, d'aborder la deuxième étape, qui est l'attitude de l'armée. L'armée, son attitude devant ce qu'on vit aujourd'hui. Je dis, vous voyez, c'est le deuxième point de notre intervention. Vous voyez, quand il y a un coup d'État, quand il y a un attentat, il y a un complot contre l'État, quand il y a des choses, quand c'est mené par des hommes en armes, on appelle l'armée. On appelle l'armée
pour mater, pour essayer de mater le coup d'État. Mais pourquoi, quand il y a des civils, il y a des gens qui profitent de leur situation, l'armée croit qu'elle doit rester en dehors du jeu, de ce jeu-là. L'armée croit qu'il faut laisser la personne faire ce qu'elle veut. Nous, on a vu, moi j'ai vu des militaires venus, je crois par Chris Yapi, ainsi le père de qui est venu s'exprimer. Excusez-moi. Laissez cette affaire de venir sur les réseaux sociaux, là, vous les militaires et les choses. Ce dont le peuple de Côte d'Ivoire a besoin, c'est que le peuple de Côte d'Ivoire soit protégé contre les attaques des microbes. Ce dont le peuple de Côte d'Ivoire a besoin, c'est que vous refusiez de mater le peuple de Côte d'Ivoire qui manifeste en respectant les lois. Parce que l'état les manifestations, contrairement à ce qu'ils disent, toutes les manifestations respectent les lois. Les interdictions qu'ils ont faites sont des interdictions totalement illégales. Les Ivoiriens ont le droit de manifester. L'armée là, laissez-nous faire le travail et protéger le peuple de Côte d'Ivoire. N'essayez pas de nous mater. Parce que ce que moi je vois, ce que je vois sur les réseaux sociaux, bon, ils sont plus une source d'inquiétude finalement pour moi que de me dire qu'il y a des gens qui sont prêts à défendre la nation. Parce qu'ils passent leur temps à parler de l'argent qu'on a donné à leur chef, qu'eux on ne leur a pas donné aussi, qu'on ne leur a pas donné. C'est-à-dire que si on leur donne l'argent, si on leur donne ça, et ils sont prêts à nous mater. Ils sont prêts à mater le peuple. Si on leur donne des moyens. Non. Aujourd'hui, là, on est arrivé à un point où il faut qu'on revienne. On ne peut pas continuer. Je l'ai dit, on ne peut pas continuer comme on continue. Et l'armée là, a le devoir de protéger le peuple. L'armée et les forces de défense et de sécurité en général, là, vous avez le devoir de respecter. Je dis, mais c'est inacceptable, immoral, répugnant de voir des microbes avec des gendarmes ou des policiers, comme on a vu une chose. C'est répugnant, inacceptable, immoral, cynique de voir des hommes encagoulés porter les mêmes tenues que les militaires alors qu'ils ne sont pas des militaires et se joindre aux opérations des militaires et enlever les gens. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'à Sébroko, il y a une armée qui n'est pas une armée légale. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'aujourd'hui, que Alassane Ouattara et son frère Tchéné Birama, qui n'a jamais été élu, qui ne peut même pas être élu par quelqu'un, tellement il est méchant ce monsieur-là, tellement il ne pense qu'à tuer systématiquement les autres, tellement il veut continuer à profiter des prébendes de notre État alors qu'il n'y a pas droit. Ce monsieur Tchéné Ibrahima et ces choses-là, ils entretiennent des milices armées et notre armée sait où il se trouve. Notre armée sait aujourd'hui, mais l'armée est dans son coin. L'armée admet que de telles personnes puissent évoluer sur le territoire ivoirien, qu'ils enlèvent des Ivoiriens, qu'ils prennent qu'ils enlèvent des Ivoiriens, qu'ils tuent des Ivoiriens, qu'on emprisonne des Ivoiriens, alors que c'est eux qui les ont enlevés avant. L'armée est assise, l'armée chose. Je dis à partir d'un moment là, je dis ne venez pas crier sur les choses. Alassane Ouattara s'élève dans tous les pays. Quand vous regardez tous les tests, on dit l'armée, ce sont des citoyens comme les autres. Exiger, comme le peuple de Côte d'Ivoire, le respect de notre constitution par Alassane Ouattara. Et si Alassane Ouattara s'obstine la chose, mais comme s'obstine à vouloir perpétrer son coup d'État avec son groupe, les Bitogo, les Kandia Kamara, comment il s'appelle, Alpha Yaya, et tout ce monde-là qui se sentent le droit, comme Touré Mamadou, qui se sentent le droit de venir regarder le peuple de Côte d'Ivoire, de nous parler avec mépris, de nous regarder comme si on n'était rien, parce que c'est eux qui sont au pouvoir, c'est eux qui font ce qu'ils veulent. Ceux-là, s'ils persistent à vouloir, à continuer et à vouloir maintenir le cap qui se sont donnés, c'est-à-dire réaliser le coup d'État en se maintenant au pouvoir, c'est à l'armée aussi de prendre ses responsabilités pour mettre un terme à cela. L'armée fait partie des citoyens. Oui, le peuple doit sortir. Oui, mais l'armée aussi doit soutenir le peuple dans ce combat-là. C'est un droit légal. L'armée, là, ce n'est pas de défendre les territoires de la République seulement. L'armée, c'est de défendre les institutions de l'État. La constitution de l'État de Côte d'Ivoire, c'est la première institution. Vous voyez, c'est l'institution qui crée les autres institutions. Une constitution, ce n'est pas seulement un test,
c'est considéré aussi comme une la première institution qui crée les institutions. La défense de l'armée, la défense de la Constitution, se mettre au service de l'État de la nation. C'est de défendre le peuple de Côte d'Ivoire, de défendre la Constitution contre tous ceux, quels qu'ils soient. Parce que la Constitution dit expressément que le pouvoir, la souveraineté appartient au peuple. Tous ceux qui vont vouloir aller contre la volonté du peuple exprimée dans la Constitution et dans les lois, l'armée doit pouvoir dire non et s'y opposer et aider le peuple de Côte d'Ivoire qui se révolte contre cette situation-là à, comment on appelle ça, à réaliser, à empêcher cela. Mais on ne doit pas avoir une armée qui est là, qui fricote, qui se compromet avec des gens qui sont en cagoule. Je dis non, vous n'avez pas le droit de le faire. Je dis on a vu devant nous, aujourd'hui même, avant on n'aurait jamais vu ça, avant, je viens là. Avant on n'aurait jamais vu ça. Des gens qui sont en prison, qu'on va enlever en prison. Qu'on va enlever en prison. On va les enlever en prison. On les envoie quelque part et puis après on les retrouve quelque part d'autre encore. On ne sait pas comment ça se passe. C'est des choses qui sont inadmissibles. Les choses sont inadmissibles. Il faut qu'on prenne nos responsabilités. Il faut que l'armée sache qu'elle doit être une armée républicaine. Quand on dit l'armée est républicaine, ce n'est pas une armée au service d'un groupe. Ce n'est pas une armée au service des choses. Nos généraux, vous êtes tous convaincus de ce que les généraux et les choses ont pris de l'argent et des choses. Il faut mettre les généraux devant leurs responsabilités. On ne peut pas accepter. Aujourd'hui, là, mais c'est-à-dire si Alassane Ouattara qu'on appelle réalise son coup, c'est-à-dire, nous, là, on est soumis à ce que lui veut, quoi. C'est-à-dire, nous, on ne peut pas rentrer chez nous. Vous, derrière les militaires, il s'est donné le droit de vous renvoyer comme il veut. Et au fur et à mesure qu'il aura le temps de réaliser ce qu'il veut, il va raffermir son sujet, puisqu'il sait que son pouvoir ne repose pas sur le soutien du peuple, son pouvoir repose sur la violence qu'il organise à l'égard du peuple. Il va être de plus en plus violent vis-à-vis du peuple. Il va être de plus en plus violent de tout vis-à-vis des individus. C'est comme ça, c'est cette réalité-là auquel il faut, ce cycle-là, il faut y mettre fin. Maintenant. Et les semaines prochaines, les manifestations, parce qu'on doit manifester, c'est notre droit, les manifestations suivantes, vous devez encadrer les manifestations, vous devez défendre s'il y a certaines personnes, certaines choses qui viennent attaquer ces manifestations, parce que c'est un droit constitutionnel, et c'est un droit constitutionnel qui est aussi le vôtre. C'est aussi votre mission de protéger le peuple de Côte d'Ivoire. C'est avant tout le peuple de Côte d'Ivoire. Vous êtes au service de la nation, vous n'êtes pas au service d'Alassane Ouattara, vous n'êtes pas au service de vos généraux. Ça, je tiens à vous le dire. Donc, vraiment, c'est une supplique. Je ne suis pas militaire. Mais il y a une chose que je sais, pour avoir appartenu à un corps qui est un peu de cette nature, c'est que c'est un corps hiérarchisé où le respect, la discipline a une telle place. Mais le respect et la discipline, là, elle n'existe que pour servir la cause de l'État et de la nation. Le respect de la discipline, là, le respect de la hiérarchie, là, on appelle ça, il n'existe que pour protéger l'État, pour protéger la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas pour servir un individu. Lorsque vous vous rendez compte que cet individu est en train de violer les lois, que cet individu est en train d'instaurer une dictature, cet individu est en train d'instaurer la jungle dans votre c'est votre devoir de défendre les institutions, c'est votre devoir de prendre vos responsabilités. J'espère qu'on s'est compris. J'espère qu'on s'est compris et que j'espère que nous n'allons plus jamais assister à ce à quoi on a assisté ces derniers temps-là. C'est mort inutile. Je vous remercie, messieurs les militaires, les policiers, les gendarmes, les gardes pénitentiaires, tous ceux qui portent des armes, qui ont le devoir de défendre avec des armes le peuple de Côte d'Ivoire. Je vous demande et je vous supplie de pouvoir le faire dans le respect de la République, dans le respect des droits des uns, dans le respect de la Constitution. Le dernier point que je tiens à aborder ici, ce dernier point-là, c'est le respect de la légalité dans son ensemble. Dans le cadre des élections. Je dis, la dernière fois, j'ai constaté que la candidature de M. Alassane Ouattara a été contestée auprès du Conseil constitutionnel par le président Bédié et par le président
par le président Bédier et par le président Soro-Guillaume. J'ai constaté que le groupe EDS, le président Soro-Guillaume et le président Bédier ont dit qu'il ne faut pas aller aux élections tant que les conditions d'une élection crédible ne sont pas réunies. Je l'ai dit et j'y reviens encore pour le répéter. Toutes les formes de combat doivent être utilisées pour atteindre cet objectif. Saisir le Conseil constitutionnel même. Le Conseil constitutionnel n'est pas un Conseil constitutionnel crédible. La manière dont on nomme les membres, on ne va pas revenir dessus. La composition même actuelle du Conseil constitutionnel, ce n'est pas un Conseil constitutionnel crédible. Mais je dis que quand quelqu'un doit parler, il ne faut pas te contenter de mettre son honorabilité ou son impartialité en doute. Il faut que tu te donnes les moyens d'éprouver son honorabilité et son impartialité pour que tout le monde sache au moment où il va rendre la décision qui risque de mettre le feu au pays, si il fallait s'y attendre ou pas. Donc il faut introduire les différentes actions. Moi j'ai vu le président, plutôt l'ancien président de l'Assemblée nationale, Mamadou Koulibaly, qui est venu se plaindre, qui conteste, qui a des problèmes vis-à-vis de ces parrainages. Mais j'ai dit, le parrainage est prévu par quoi? Le parrainage est prévu par un test qui n'est pas une loi. Au lieu de se contenter de demander choses, voilà pourquoi je dis il faut respecter toute la légalité. Il faut que nos opposants prennent des avocats. Il faut que ceux qui ne peuvent pas prendre ne pas le faire permanemment puissent se joindre, nous joindre des choses pour que nous vous donnions comment vous pouvez réclamer et qu'on revienne au respect strict et que les élections soient régies par des tests qui ont été adoptés conformément à la Constitution et aux lois. Aujourd'hui, là, rien n'est fait. Tout le système est un système qui est illégal. Monsieur Mamadou Koulibaly, tous ceux qui vont avoir des problèmes sur le montant de la caution et compagnie, l'ordonnance que le président a prise n'est pas une ordonnance. Vous saisissez d'une requête le Conseil constitutionnel qui est le juge et vous contestez le droit pour le Conseil constitutionnel de juger votre éligibilité sur la base de ce test qui n'est pas constitutionnel. Et vous soulevez l'exception d'inconstitutionnalité de ce test. La Constitution dit exception que si vous soulevez l'exception d'inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel ne peut pas faire, devant une juridiction, le Conseil constitutionnel ne peut rien faire que le Conseil constitutionnel. La juridiction est obligée de vous accorder le droit d'aller saisir le Conseil constitutionnel. Comme il s'agit du Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel va être obligé de vous donner le droit de le saisir en matière de contrôle de constitutionnalité par voie d'exception. Et vous demandez l'abrogation de ces tests détestables. Je tiens à préciser qu'il faut demander l'abrogation non seulement de ces tests, mais de la loi de ratification. Pour avoir la loi de ratification de ces tests-là, il suffit, si vous êtes député, vous demandez aux députés, sinon il suffit d'aller sur Google, vous mettez loi de ratification du code électoral, ils vont vous donner le numéro de la loi de ratification. Vous contestez par voie d'exception, vous saisissez le Conseil constitutionnel, qui est le juge du contrôle des élections, de ce que vous n'acceptez pas que votre candidature soit jugée à l'aune d'un test, d'une loi qui n'en est pas une, et que pour cela, vous soulevez l'exception d'inconstitutionnalité et puis vous allez devant le Conseil va devoir vous renvoyer à une autre date et devoir se prononcer sur la constitutionnalité. J'ai dit, comme 1 plus 1 égale à 2 là, si le Conseil constitutionnel ne vous donne pas droit dans ce Conseil constitutionnel là, ce n'est pas un Conseil constitutionnel qui mérite de porter ce nom. Il faut que nos élections soient conduites conformément aux lois. Et quand vous allez là, c'est d'autant plus réel que même la révision constitutionnelle qui a été faite et qui permet de désigner est illégale. Dans ce contexte-là même, vous pouvez demander aussi que tous les tests qui permettent d'établir les conditions d'éligibilité des choses, ces tests-là soient soumis à ce contrôle de constitutionnalité-là.
saisissez un avocat et saisissez l'avocat, faites une requête et soulevez l'inconstitutionnalité, non seulement de l'ordonnance, de la loi de ratification de l'ordonnance et de la révision constitutionnelle qui a eu lieu, pour que nos élections puissent se dérouler dans des conditions qui soient conformes à la légalité. Ils ont essayé de vous empêcher en allant vite. C'est le moyen de rattraper ça. Mais ne restons pas assis. Seulement, on va attendre qu'il se prononce sur l'éligibilité de M. Ouattara ou de notre éligibilité. Les élections, là, n'ont pas à se tenir dans les conditions où on connaît. Il y a des voies pour saisir le Conseil constitutionnel pour atteindre cet objectif-là. Il y a même d'autres actions qui peuvent être menées. La contestation, par exemple, pour le RHDP, de pouvoir, qu'on appelle ça, que le RHDP puisse parrainer quelqu'un. Le RHDP fonctionne en violation de l'article 25. Tout ça, là, ce sont des moyens qui peuvent être saisis devant le Conseil constitutionnel à travers une requête. Parce que la loi dit que le Conseil constitutionnel tranche tous les contentieux qui naissent dans le cadre des élections présidentielles. Tous les contentieux qui naissent dans le cadre des élections présidentielles. En plus, il y a une des décisions de la Cour africaine des droits de l'homme qui dit que tant que les choses n'ont pas été mises à niveau, on ne doit pas poursuivre. Mais c'est au Conseil constitutionnel, il faut saisir le Conseil constitutionnel de la décision et demander à ce que le Conseil constitutionnel suspende toutes les opérations du processus électoral jusqu'à ce que la décision soit appliquée. Si le Conseil constitutionnel refuse de le faire, on va comprendre quel genre. Donc, on n'a pas besoin d'attendre que le 15 pour que le Conseil constitutionnel dise quelque chose et puis qu'on commence à réagir. On a la possibilité de soumettre le Conseil constitutionnel à notre chose. La loi dit que la Constitution même dit que le Conseil constitutionnel donne la liste des présidents 15 jours avant. Donc, le Conseil constitutionnel a le temps de faire. S'ils veulent faire comme ils font le jeu habituellement, c'est-à-dire pour prendre les gens de vitesse, ils vont venir donner des décisions. Après ça, vous saisissez le Conseil constitutionnel encore. S'ils donnent la liste, là, vous saisissez le Conseil constitutionnel. Il y a un test qui permet de le faire. Il y a un test qui permet de le faire. Il y a un test qui permet de le faire. Ce que nous demandons, ce que je demande à l'opposition, aux candidats, à toutes les personnes, c'est de ne pas demander seulement le respect de la Constitution vis-à-vis de la question de l'éligibilité de tel ou tel candidat. C'est de demander à ce que tout le processus électoral soit soumis à un contrôle de légalité. Tout le processus électoral, et il y a les moyens de le faire. Il y a des avocats, il y a des choses. Je ne comprends pas pourquoi les partis politiques n'ont pas cette stratégie-là. Pourtant, il y a des partis politiques qui demandent à ce que le processus s'arrête. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, les choses ne sont pas claires. Il y a des moyens légaux de pouvoir obtenir cela. À part les mobilisations sur le terrain, il y a des moyens légaux, on ne s'en prévaut pas. On se contente de faire des discours, de dire non, on veut que le processus électoral s'arrête, mais on ne fait pas ce qu'il faut pour que... On ne fait pas tout ce qu'il faut pour que le processus électoral s'arrête, pour que le processus pouvoir reprendre dans des conditions qui permettent de désigner valablement le président de la République de Côte d'Ivoire. C'est cette exigence-là que je vous demande, en tant que responsable politique, en tant que parti politique, en tant que candidat. Il faut que vous preniez vos responsabilités. La loi est pour vous. La loi est pour vous. Il faut utiliser la loi. C'est vrai, le Conseil constitutionnel ne vous donne pas de garantie d'impartialité. Raison de plus pour la soumettre à l'épreuve de vérité. Pour la soumettre, comme on le dit chez nous, au GOPO. Il faut que le Conseil constitutionnel se prononce sur des questions, sur la légalité des tests, sur l'obligation d'arrêter le processus. Parce que le Conseil, la commission électorale n'est pas à niveau sur l'obligation de faire un audit de la liste électorale. Mais tout ça, c'est des tests qui permettent... le Conseil constitutionnel, l'article qui prévoit que les attributions du Conseil constitutionnel, l'article prévoit que le Conseil constitutionnel je dirais, comment je vais exprimer ça, est compétente, voilà. Le Conseil constitutionnel est compétent pour pouvoir te prononcer sur tous les litiges
qui ont lieu en matière d'élection présidentielle. Il y a cette disposition générale-là. Il faut l'utiliser. On se contente de dire, bon, on veut un audit et puis on attend à ce que les autres, non. On saisit le Conseil constitutionnel. On dit, il y a voilà tel problème sur la liste électorale. Nous, on estime que la liste, d'ailleurs même la liste électorale n'a pas été conduite sur la base de la bonne loi. Nous, on veut que cette liste électorale soit écartée ou à tout le moins qu'on fasse un audit de la loi et que ensuite le processus soit mené sur la base de la loi qui doit être menée, c'est-à-dire la loi de 2000. La loi de 2000 sur le conseil, sur le code électoral. Mais il faut saisir, il faut jouer le jeu de la loi un peu. C'est vrai que c'est vrai qu'on n'a tous pas confiance aux choses, mais comme on dit, il faut y aller. S'il viole, il ne peut pas. Tout ça là, vous avez tellement raison. Les Ivoiriens ont tellement raison que toute décision qui va prendre contraire à chose, c'est une décision qui va être la preuve manifeste de ce que il n'est pas de son de sa partialité, de son manque d'indépendance. Il faut soumettre son manque d'indépendance. Il faut que vous décrédibilisez sa parole si sa parole ne doit pas refléter la vérité. Mais la manière de décrédibiliser la parole du Conseil constitutionnel, c'est de soumettre le Conseil constitutionnel aux litiges, aux différents litiges que le processus électoral actuel impose. Il ne faut pas seulement laisser le Conseil constitutionnel se prononcer seulement sur l'élection. D'ailleurs, même la manière dont il a reçu, le Conseil constitutionnel a reçu les candidatures, c'est une violation de la Constitution même. Ça m'a surpris de voir qu'aucun des partis n'a utilisé cette voie-là pour remettre le processus en cause. Parce que la Constitution, elle est claire, elle est limpide. La Constitution dit qu'il faut une liste provisoire pour qu'on appelle prononciation par le Conseil, la Commission électorale indépendante. Ensuite, cette liste a fait l'objet des recours et puis ensuite, après les recours, là, c'est le Conseil constitutionnel donne la liste définitive. Mais c'est le Conseil constitutionnel qui se substitue à la Commission électorale indépendante. Mais il faut que, bon Dieu, en même temps qu'on se plaint de ce que les lois ne sont pas respectées, mais en même temps, on ne fait aucun effort pour saisir ces gens-là, pour les soumettre à l'épreuve de vérité. La loi, là, elle est vue aussi que parce que lorsqu'elle est violée, on se donne la possibilité de faire, qu'on appelle ça, de faire sanctionner cette violation. Si nous-mêmes on s'assoit à la maison et puis on dit, ah bon, de toutes les manières, je sais que le Conseil constitutionnel, là, il est comme ça, il ne va pas, mais finalement, on facilite la vie au Conseil constitutionnel. Donc, ce n'est pas de lui faciliter de la vie, c'est de le soumettre à l'épreuve de vérité. C'est de le soumettre à l'épreuve de vérité. C'est que le peuple puisse se rendre compte que ces gens qui animent ce conseil-là, ce n'est pas des gens de vérité. Ce n'est pas des gens qui disent la loi. Ce sont des gens qui... Mais il faut saisir. Il y a beaucoup d'actions qui doivent être menées qui ne sont pas menées. Ça fait combien de fois je reviens dessus. Je dis, il n'y a même pas un seul parti politique. Il n'y a pas une seule personne qui m'a saisi pour dire, ah, mais vraiment, ce que tu es en train de dire là, vraiment ça m'intéresse. Mais quand ce qu'ils disent qu'ils veulent, là, ce que j'ai dit là, ça permet d'obtenir ça. Ouais. Ça permet aussi des choses. Mais non. On se contente de faire des discours dans des conférences de presse et des choses. Et on se contente des choses. Mais on n'agit pas. On se contente de faire des discours, de dire des choses, de passer par-ci. Mais on n'agit pas. Il faut agir. Moi, je ne suis pas en Côte d'Ivoire. Mais moi, si qu'on appelle les partis politiques et je pose ces questions, ça peut servir pour que nous qui sommes à l'extérieur, on puisse intenter une action pour bloquer le processus à notre niveau si le Conseil constitutionnel n'a pas accepté ce que le Conseil constitutionnel doit accepter. Parce que ce que l'opposition soulève, ce sont des choses objectives. Donc j'invite les partis politiques, j'invite les candidats, j'invite les citoyens, parce que je voulais, c'est ça qui est bien, les citoyens, parce que le processus électoral, il est tellement important pour les droits des citoyens que la loi permet aux citoyens d'intervenir dans le processus électoral alors qu'ils ne sont pas forcément directement concernés, en contestant des inscriptions ou en demandant la radiation de certaines personnes sur la liste électorale. Donc, c'est-à-dire, l'affaire des élections est une affaire de tout le monde.
Les citoyens doivent pouvoir s'impliquer. Les partis politiques doivent s'impliquer. Ils doivent user des voies de droit. C'est ce à quoi on s'attend de leur part. Et on leur demande de le faire. On leur demande de le faire au lieu de pleurnicher dans les conférences de presse. On leur demande de le faire au lieu de faire des grandes déclarations qu'on appelle lors de rencontres où ces déclarations qui ne sont pas suivies des faits et qui ne sont pas susceptibles d'être suivies des faits. Il faut assumer vos responsabilités de leaders politiques. Les gens vous suivent. Les gens vont vous descendre dans les rues. Nous, on demande à ce que les gens descendent dans les rues. Mais nous, on vous demande aussi en tant que leader de faire votre travail de leader politique en saisissant le Conseil constitutionnel de tous les litiges qui doivent être posés. Il ne faut pas que les gens descendent dans les rues simplement, alors qu'il y a d'autres voies aussi qui permettent d'avoir le même résultat. D'autres voies même qui ajoutent au fait que les gens se mobilisent, permettent de faciliter encore les choses. Donc, vraiment, on en arrive au terme de notre intervention. C'est ces 3 points-là qui m'intéressaient. D'abord, j'étais là à dire qu'aujourd'hui, dans un premier temps, Alassane Ouattara et le RHDP sont en train de réaliser un coup d'État. Alassane Ouattara et le RHDP ont déjà réalisé des attentats contre l'État de Côte d'Ivoire, contre la sûreté, contre l'autorité de l'État de Côte d'Ivoire. Je l'ai démontré. Ce sont des choses qui sont punissables au regard de la loi pénale. J'ai publié sur ma page en même temps que le programme de cette intervention, le test, pour que vous voyez en quoi Alassane Ouattara est en train, vers quoi Alassane Ouattara est en train de nous conduire. Alassane Ouattara nous a envoyé dans un film western. On est dans un film western où il y a une famille aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Une famille composée d'Alassane Ouattara, de ses proches, et de ses proches sur le plan familial et de ses proches sur le plan du parti, avec les gens de son parti qui ont décidé que la Côte d'Ivoire c'est pour eux. Et que nous on n'a pas de droit, que nous ne sommes rien, que nous ne sommes pas des êtres humains, on n'a pas de droit. C'est eux qui nous imposent, ils ont le droit de nous insulter de faire quelque chose. C'est à nous de sortir pour réagir. C'est à nous de retrouver nos dignités. Vous savez, Dieu, j'ai dit toujours aux gens, j'ai dit Dieu peut nous aider, mais Dieu il est merveilleux. Dieu il est merveilleux en ce que Dieu comprend, Dieu c'est le plus grand psychologue du monde. Dieu comprend que si toi-même tu gagnes ta liberté, tu auras plus de fierté et tu auras plus, qu'on appelle ça là, tu auras plus propension à défendre cette liberté-là. C'est si quelqu'un, futur Dieu, te donne cette liberté-là. Ta liberté-là, il faut que tu l'acquières. Tu vas l'acquérir, soyons sûrs, avec l'aide de Dieu. Mais il faut que la liberté-là, en tant que citoyen ivoirien, ta liberté, la liberté des choses, le respect de ta constitution, tes droits-là, ces droits, il faut que ce soit toi qui revendique tes droits. Il faut que ce soit toi qui obtiennes la victoire avec l'aide du Seigneur, mais avec toi-même ton action. Et c'est ce que le Seigneur a compris. Le Seigneur. Sinon, moi j'ai dit, mais vous pensez que l'autre là, comment il s'appelle, un gars comme Adouani, il peut sortir et puis tomber. Il est mort, on ne va même pas comprendre pourquoi il est mort, mais Dieu a décidé. Mais c'est trop facile. Il faut que nous aussi on s'implique. Il faut que nous on ait la sensation que nous sommes en train de conquérir. Pour notre nation, c'est une bonne chose. Parce que lorsque, vous savez, l'histoire des peuples, elle n'est pas linéaire. Il y a des avancées, il y a des reculades. Mais ce qui fait que les peuples restent, ce qui fait que on se sent un avenir commun, c'est que quand il y a des problèmes qu'on est en train de reculer, on a le pouvoir de se retrouver ensemble pour remettre, pour faire fin à la reculade, pour faire avancer les choses en prenant nos responsabilités. Aujourd'hui, là, les choses sont en train de reculer. Aujourd'hui, là, on est en dessous de ce qu'on était lorsqu'on était, on était encore, on était en 1960, lors de l'indépendance. Aujourd'hui, là, on nous a ramené à la colonisation sous sa pire forme en plus. Parce qu'à partir d'un moment, les revendications ont amené les choses. Aujourd'hui, on nous a amené à ça. Aujourd'hui, c'est à nous de recouvrir notre liberté. Et à nos militaires et à nos choses de nous aider par leur esprit républicain, par leur capacité qu'on appelle leur capacité à discerner ce qui est bien de ce qui n'est pas bien. Et surtout, par leur mobilisation aussi dans les casernes et dans les choses pour faire respecter notre constitution. La constitution et les lois, vous les membres de l'opposition, vous les candidats, vous avez l'obligation de saisir, de mener toutes les actions qui doivent être menées pour que vous puissiez obtenir un gain de cause pour le compte du peuple. Aujourd'hui, c'est un combat d'ensemble. La victoire, elle n'est pas très loin. Le contexte, il est favorable.
On n'a jamais eu un contexte aussi favorable. Aujourd'hui, Alassane Ouattara a été menacé parce que s'il y a des morts, il est mort lui-même. S'il y a des morts, il y a des exactions, il est mort lui-même. Donc, il faut que chacun de nous puisse se mobiliser pour atteindre cet objectif-là. Pour qu'on revienne à une élection, pour qu'on n'ait pas une guerre civile, pour qu'on puisse aboutir à la désignation d'un président qui soit le président que la majorité des Ivoiriens veulent, et qu'on prenne ensemble la route vers l'état de droit, vers une réelle démocratie et vers une chose. Chacun de nous est responsable, les militaires, les citoyens, les responsables politiques. C'est cette convergence de vues, cette convergence d'émotions, cette convergence d'objectifs-là qui doit nous permettre de nous en sortir. Je vous en supplie, on en a besoin pour sortir nos pays en ont besoin. Nous-mêmes, en tant que citoyens, on en a besoin. Nos enfants en ont besoin. La Côte d'Ivoire, dans son passé, dans son présent et dans son futur, en a besoin. J'espère que j'ai réussi à vous faire partager mon sentiment et j'espère que les choses vont aller mieux et que dans les semaines qui viennent, on va sentir que nous sommes en train de reprendre du poil de la bête et que le combat, là, nous sommes en train de le remporter. Je vous remercie tous et je vous souhaite une bonne soirée. Demain, j'ai une autre vidéo, encore que je n'ai pas encore choisi le thème, mais je suis en train de soir, je vais publier. Demain, j'ai décidé, dans les 4 prochains jours, il y a 4 thèmes en fait, dans les 4 prochains jours, de faire tous les jours un direct pour partager avec vous, pour vous amener à comprendre, pour que vous compreniez pourquoi il faut que nous nous mobilisions, pourquoi on doit oublier. Vous savez, à Panama, moi j'ai été, à un moment à Panama, j'ai vu que c'était les bourgeois qui sont sortis. Les gens disent, ah, mais c'est les bourgeois qui font la révolution. C'était extraordinaire parce que les besoins étaient nécessaires. Aujourd'hui, on a besoin de tout le monde, bourgeois, pauvres, choses. J'espère qu'on va pouvoir le faire. Bonne soirée et on a demain.